C'est un réel plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, depuis ce lundi, les candidats au BEPC affrontent les épreuves orales et sportives sur toute l'étendue du territoire national. Ce mardi marque le deuxième jour de cette phase importante de l'examen. Quelle est l'ambiance dans les centres? Nous y reviendrons dans ce journal. Au Bénin, les frais appliqués au retrait d'argent chez l'opérateur GSM MTN ont été revus à la hausse, une mesure qui soulève des réactions mitigées parmi les utilisateurs. Plus d'explications à suivre dans un instant. Et puis en interactualité, volée il y a plus de 2 siècles par la France, le tambour parleur s'apprête à retrouver la Côte d'Ivoire. Le Parlement français a autorisé ce lundi cette restitution, 6 ans après la demande officielle d'Abidjan. Les candidats déclarés admissibles au BEPC ont entamé depuis ce lundi les épreuves orales et sportives. Dans la majorité des centres retenus, les élèves ont massivement répondu, présents à l'appel du corps enseignant. Au CEG Bégamin, comme dans l'ensemble des établissements du littoral, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Le constat sur le terrain avec Valentin Ajibocha, Romaric Kadossa et Bernardin Bongo. Après la première phase des épreuves orales du BEPC constituées essentiellement de l'anglais, les candidats ont poursuivi pour le compte de cette deuxième journée avec des épreuves sportives qui regroupent cette année 3 disciplines, à savoir le saut en hauteur, la gymnastique et le lancer de poids. Hormis quelques cas d'absence dus à la maladie, tout se passe pour le mieux, comme le précise ici un membre du personnel d'encadrement. Il faut que les filles au saut en hauteur dépassent les 1,10 m, les garçons 1,15 m. Au lancer de poids, les garçons doivent lancer plus de 5 mètres, une masse de 4 kg, et les filles doivent lancer une distance de 4 mètres, une masse de 3 kg. Les candidats rencontrés au CEG Bégamin nourrissent beaucoup d'espoir. Lorsqu'on est rentré dans les salles, les profs nous ont appelés par nos numéros de table. Ils nous ont posé des questions, on nous a remis une épreuve, on a lu. Ils ont posé des questions dessus, de quoi pas le test en anglais. Et après, on a posé des questions sur notre fille, comme notre prénom et tout et tout. Par rapport à l'oral, je pense que j'ai envie d'avoir de très bonnes notes. Je voudrais avoir 16, 17, 18 pour pouvoir améliorer ma moyenne. Pour le lancer de poids, c'était un peu facile, mais bon. Après, il y a aussi la technique et l'intensité de la force qu'on donne à la balle. Je pense que j'ai lancé à peu près 4,5 mètres. Le PS, c'est ma matière. J'aime le PS. Et j'aimerais vraiment donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire gymnastique. J'aimerais vraiment montrer à tout le monde. Même il y a des grosses, ils se disent je peux pas. Même des gens se disent je peux pas. Mais si je fais et c'est joli, eux, ils vont dire ah, elle a bien fait. Peut-être je vais me joindre à elle pourra nous aider, on va y arriver ensemble. Des trucs comme ça. Les épreuves orales et sportives, une fois composées, les candidats espèrent améliorer sensiblement leurs notes pour mieux aborder le second cycle de l'enseignement secondaire. Moi, mon souhait pour ce BEPC, c'est de faire partie des excellents du Bénin. Parce que j'aimerais vraiment mettre mon nom de famille en valeur. J'aimerais faire partie des excellents du Bénin pour que ma famille soit fière de moi, ainsi que mon établissement et mes amis. Je souhaite que tous les candidats qui sont admis au BEPC puissent avoir de très bonnes moyennes. Voici qui vient mettre un terme aux épreuves écrites et orales de l'examen d'entrée au second cycle d'enseignement secondaire. Autre volet de l'actualité, au Bénin, les utilisateurs du service Mobile Money de MTN font face depuis le 4 juillet 2025 à une hausse de 25 francs sur certaines tranches de retrait. Une décision qui alimente le débat et suscite de nombreuses réactions. Écoutons les impressions de Ernest Bagiti.
Je crois que c'est une nouvelle qui a été mal accueillie par tous les consommateurs d'ailleurs et nous aussi, en ce sens que l'opérateur n'a pas cru devoir informer, sensibiliser, motiver cette augmentation, ce qui vient poser plusieurs problèmes. D'abord, nous sommes dans le cadre au niveau de l'UEMOA, on est en train de faire la promotion de l'inclusion financière. Et entre autres, l'utilisation des monnaies électroniques fait partie des moyens qu'on est en train de promouvoir pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de consommateurs utilisent ce canal-là pour le transfert d'argent. Donc, c'est une activité quand même qui est lucrative. Et quand on joue, on tend vers l'utilisation d'un grand nombre de clients, on tend vers la réduction du coût. Et en lieu et place, c'est une augmentation qu'on a constatée, ce qui est désolant. Alors, face à cette situation, il y a lieu simplement d'interpeller le régulateur. Le régulateur, pour ce qui concerne les transactions financières, c'est la BCAO. Alors, on aura à comprendre si les marges en termes de commission prévues par la commission bancaire sont respectées. Si c'est respecté, nous allons trouver une autre alternative. Cette alternative consiste à dire aux consommateurs simplement que, au moins, le régulateur de la téléphonie mobile, l'ARCEP, a aidé à mettre en place un mécanisme aujourd'hui pour migrer d'un réseau à l'autre. Je veux parler de la portabilité, où toujours à votre même numéro, vous pouvez migrer vers un autre opérateur. Les consommateurs auront simplement migré sur d'autres réseaux qui leur auraient proposé des tarifs plus offrants. La deuxième chose, au cas où l'opérateur en question aurait dépassé les limites, alors nous préparons une plainte en bonne et due forme pour que la commission applique les tests en termes de sanctions qui s'imposent lorsqu'on abuse de cette façon de la population. L'autre chose que je voudrais vous demander, a priori on pourrait dire que l'État n'aura rien à voir dans cette affaire, mais si je reviens sur le but visé par rapport à la promotion de l'inclusion financière, l'État aura quand même à interpeller cet opérateur pour voir s'il veut rester en marge de la promotion de l'inclusion financière dans la zone. Et aussi on reverra dans quelle mesure on pourra appliquer les taxes y afférentes pour que le consommateur ne soit pas abusé de cette façon. Changeons à présent de registre au Togo. La capitale Lomé est secouée par de fortes tensions. Des manifestants réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Malheureusement, ces mouvements de protestation ont fait des victimes. Éclairage sur la situation avec l'analyse de géopolitologues. Nous sommes face à un contexte de crise majeure au Togo qui sont révélés et accentués surtout par la vague des manifestations, par la vague des revendications et de la révolte populaire dans les rues de Lomé et dans d'autres villes au Togo. Et cela voudrait dire une chose très importante, c'est que la population togolaise est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés majeures, notamment d'ordre social, économique et de plus en plus politique. Il y a très peu de liberté d'opinion, de liberté d'expression dans la presse. Il y a très peu de liberté au sens propre et général du terme. Est-ce que vous avez déjà vu un opposant monter au créneau et qui vit à Lomé? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, les voix dissonantes et discordantes sont majoritairement les voix de la diaspora. Mais le contexte aujourd'hui a évolué dans la mesure où les Togolais ressentent de l'impuissance. L'impuissance puisque ce verrou constitutionnel s'est effectué sans leur consentement. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu concertation politique, il n'y a pas eu une assise nationale qui pourrait mettre autour d'une table toutes les voix, demander leur avis par rapport à ce qui doit se faire. Le motif premier de ces manifestations, avant tout, c'est de dire haut et fort que le régime aujourd'hui en place est un régime qui est là depuis plusieurs décennies, sinon plus de 5 décennies, près de 5 décennies, si on comptabilise les plusieurs mandats du père Gnassingbé et Adema. La manifestation est de facto la seule voie qui reste, puisque
au sein de l'Assemblée, il n'y a pas de parti politique qui puisse animer le débat politique et apporter la contradiction dans le débat. La violence n'est pas une option quand il s'agit de revendiquer. Et je pense que c'est surtout ça aussi, il faut communiquer suffisamment. Vous savez, on aura beau changer une constitution, ça reste des tests, mais les tests peuvent être assimilés par les partis politiques. Il s'agit ici de s'organiser, il s'agit ici de mettre en place des stratégies politiques qui puissent faire en sorte que les partis politiques de l'opposition puissent dominer le débat, puissent conquérir les électeurs. Il est important et impératif que le gouvernement togolais, le système togolais puisse comprendre qu'on ne gouverne pas en mettant à l'étroit sa propre population. Alors, dans l'histoire, on a déjà eu ce genre de cas, mais ça ne dure jamais assez longtemps. On ne peut pas réprimer une population parce qu'elle a manifesté, parce qu'elle en a ras-le-bol de certaines choses observées sur le plan politique, économique et social. On ne peut pas le faire longtemps. Donc ces répressions ne vont pas durer assez longtemps. Mais à chaque fois, les régimes autoritaires finissent par tomber tant que les populations sont résignées à manifester, sont résignées à aller jusqu'au bout. Donc c'est cela, ils doivent comprendre en mettant peut-être de l'eau dans leur vin au niveau de la répression et en comprenant surtout qu'il y a quelque chose à revoir, qu'il y a des réformes peut-être à appliquer à cette nouvelle constitution, qu'il y a une sorte d'ouverture à appliquer pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Des organisations internationales alertent sur l'augmentation des disparitions forcées en Guinée, visant particulièrement journalistes militants et défenseurs des droits humains. Parmi les cas figurent Oumar Silla et Mamadou Biloba, membres du Front national pour la défense de la Constitution, un mouvement dissous en 2022 qui réclamait le retour à un pouvoir civil. Le reportage. En Guinée, 25 organisations nationales et internationales alertent sur une hausse des disparitions forcées et des enlèvements ciblant militants, journalistes et avocats. Parmi les cas les plus emblématiques figurent Oumar Silla et Mamadou Biloba, militants du Front national pour la défense de la Constitution, disparus depuis un an. Le FNDC a été dissous en 2022. Parmi les leaders de ce mouvement appelant au retour à un pouvoir civil, Oumar Silla, qui avait appelé à manifester contre la répression des médias avant d'être enlevé le 9 juillet 2024. Les autorités démentent toute détention et le sort des deux militants reste inconnu. D'autres personnalités ont été victimes d'enlèvements suivis d'actes de torture. Amnesty International et ses partenaires réclament des enquêtes indépendantes, la fin de l'impunité et la ratification de la Convention internationale contre les disparitions forcées. Au Libéria, le président Joseph Boakai a présenté ce samedi les excuses de l'État pour la violence et les traumatismes causés par les deux guerres civiles qui ont ravagé le pays entre 1989 et 2003 et qui ont coûté la vie à près de 250 000 personnes. Le chef de l'État a présenté ses excuses lors d'une cérémonie de réconciliation. Le reportage. Le président du Libéria, Joseph Boakai, a présenté à la population les excuses de l'État pour les guerres civiles que ce pays d'Afrique de l'Ouest a connu entre 1989 et 2003. Des excuses pour les victimes et leurs proches. Ces conflits constituaient un moment marquant pour les Libériens en raison de la gravité des violences, alors que les coupables de cette période sombre de l'histoire du pays n'ont toujours pas répondu de leurs actions. En 2009, une commission Vérité et Réconciliation a exigé la mise en place d'un tribunal pour juger les coupables présumés de ces conflits. Les pouvoirs publics ont ignoré cette recommandation depuis de nombreuses années. Samedi, Joseph Boakai a appelé à l'application de la mesure. Les deux guerres civiles libériennes ont fait au moins 25 000 morts, mais pas que. Elles ont aussi provoqué des mutilations, viols et le recours à des enfants soldats par les seigneurs de guerre. La France est sur le point de rendre notre objet d'art africain arraché par les autorités coloniales en Côte d'Ivoire en 1916.
Cet objet d'art avait été emporté en guise de punition contre des villageois qui avaient refusé d'obtempérer aux injonctions des colons dans le cadre de travaux routiers devant relier Abidjan à Bobo. La restitution de ce tambour emblématique répond à un engagement pris par le président Emmanuel Macron en 2021. Suivant. La Côte d'Ivoire retrouve son Djidji Ayokwe spolié en 1916 par l'armée française. Les députés français ont donné le feu vert à la rétrocession de ce tambour parleur par un vote à l'Assemblée nationale lundi. L'instrument conservé actuellement au musée du Quai Branly mesure 3 mètres de long et pèse 430 kg. Il permettait de transmettre les messages et alerter les populations rurales lors des enrôlements forcés dans l'armée coloniale. Plus d'un siècle après, le Djidji Ayokwe va retrouver sa terre. Il a été restauré en 2022 dans la perspective de son retour au bercail, suite à une demande formulée par les autorités ivoiriennes il y a 6 ans. En réalité, ce tambour sacré était réclamé par des communautés ivoiriennes depuis l'accession de leur pays à la souveraineté. La Côte d'Ivoire attend de la France au total le rapatriement d'au moins 148 objets d'art volés. Outre la France, plusieurs autres pays occidentaux ont déjà rétrocédé au continent des œuvres d'art spoliées. Roman Starovoyt, ministre russe des Transports, a été retrouvé mort dans sa voiture quelques heures seulement après avoir été démis de ses fonctions par Vladimir Poutine. La nouvelle a été annoncée par le comité d'enquête russe. Le corps du ministre présentait une blessure par balle et la thèse principale retenue est celle du suicide. C'est après moi. L'ancien ministre russe des Transports, Roman Starovoyt, a été retrouvé mort ce lundi quelques heures seulement après avoir été démis de ses fonctions par le président Vladimir Poutine. Âgé de 53 ans, Starovoyt avait été nommé à ce poste en mai 2024. Son limogeage, officialisé par décret sans justification, a précédé la découverte de son corps sans vie dans sa voiture, une blessure par balle ayant été constatée. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie privilégie la thèse du suicide. Les médias russes avancent que cette éviction pourrait être liée à une enquête sur le détournement présumé de fonds publics destinés à des fortifications dans la région de Koursk, ancien fief de Starovoyt. Ce scandale aurait contribué aux failles dans la défense du territoire face à une incursion ukrainienne en août 2024. Le renvoi de Starovoyt survient également après un week-end chaotique dans les transports aériens russes, perturbé par des attaques de drones ukrainiens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.